Fin de ce documentaire Russie au cœur du goulag moderne, réalisé par Madeleine Leroyer et Élise Menant. Rebonsoir et bienvenue à tous dans Droit de Suite avec, pour prolonger ce documentaire ce soir, cette question. La Russie de Vladimir Poutine est-elle une dictature ou une démocratie? Pour tenter d'y répondre, à mes côtés Thierry Mariani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre en charge des Transports, aujourd'hui député Les Républicains de la 11e circonscription des Français établis à l'étranger, qui comprend la Russie. À vos côtés, Pierre Grosser, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé à Sciences Po, spécialiste de l'histoire des relations internationales. Et puis en face de vous, Henri Weber, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien sénateur, ancien député européen socialiste, bon connaisseur de la Russie. Vous êtes d'ailleurs né en URSS. Et puis à vos côtés, Christine Ockrent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien sûr journaliste. On vous entend tous les samedis matins entre 11h et 12h sur France Culture avec votre émission Affaires étrangères. Et vous avez publié, c'était en 2014 chez Robert Laffont, ce livre, Les oligarques, le système Poutine. Thierry Mariani, je vais peut-être commencer par vous. C'est vrai qu'on vient de voir ensemble ce documentaire. On y apprend entre autres qu'il y aurait quelques 200 prisonniers politiques. Je ne sais pas si vous avez les mêmes chiffres que nous. On a vu aussi les conditions dans lesquelles sont détenus les prisonniers de droit commun dans ce qu'on appelle dans ce documentaire les colonies de redressement. Est-ce qu'on n'est pas légitimement en droit de se poser cette question, nous Français et nous ce soir autour de cette table? Est-ce que la Russie est une dictature ou une démocratie, juste après avoir vu ce documentaire? Écoutez, d'abord, quelques remarques. La prison, c'est dur. C'est une évidence, je veux dire. Et la prison, c'est dur. On l'oublie peut-être par moment en France quand on voit des affaires avec des permissionnaires qui s'évadent, etc. Mais dans la plupart des pays, la prison, c'est dur. Dans ma circonscription, j'étais la semaine dernière au Japon. Je peux vous assurer que le système de discipline au Japon a peu de choses à envier qu'aux prisons russes. Ensuite, si vous regardez ce documentaire, puis-je rappeler quand même que le taux d'incarcération en Russie est plus faible que le taux d'incarcération aux États-Unis. C'est 559 personnes incarcérées pour 100 000 habitants contre 743 aux États-Unis. Donc oui, la prison en Russie est dure. Oui, la prison en Russie, la violence est fréquente. Je veux dire, je pense que par contre, il y a une volonté de faire des efforts. Le Conseil de l'Europe, désormais, peut intervenir. Oui. C'est quand même un grand progrès. Il y a énormément de pays qui ne peuvent pas, où ce n'est pas le cas. Donc, est-ce que la Donc Russie... pour vous, la question ne se pose pas ce soir? Si, la prison en Russie, le système doit être On n'est amélioré. pas en face d'une... Je ne vais pas vous dire que la prison en Russie, le système doit être amélioré, c'est une évidence. Oui. Et je veux dire, il y a une volonté quand même de l'améliorer. Deux, il y a des dispositions qui sont prises. Et puis trois, moi, je fais partie de ceux qui pensent que la prison, ça doit être dur pour dissuader. Je me permets de faire remarquer... Donc vous en restez à la prison. Dans votre reportage, à part la première personne qui était une chanteuse des Pussy Riot, les autres étaient quand même des trafiquants de drogue. Christine Ockrent. Enfin, c'est l'accusation qu'il aurait portée. C'est pas que forcément la la prison vérité. soit dure, certes, mais ce qui est singulier, et ce reportage le prouve, et je salue d'ailleurs les auteurs de ce reportage, Oui. parce que c'est franchement pas commode pour avoir essayé moi-même plusieurs fois, y compris du temps de l'Union soviétique, sans y être parvenu. Donc en gros, c'est le goulag qui continue. Et c'est, je crois, ce qui est très bien exprimé, qu'il s'agisse des prisonniers politiques ou des prisonniers de droit commun. Je recommande d'ailleurs le recueil des textes écrits par Mikhail Khodorkovsky, donc l'oligarque déchu qui a été libéré il y a un peu plus d'un an maintenant, non pas pour défendre Khodorkovsky, mais il a écrit de très beaux textes qui rappellent cette grande tradition russe, et là j'imagine que Thierry Mariani ne me contredira pas, sur la vertu purificatrice de la prison. Vous trouvez ça dans toute la littérature russe. Pour autant, ça n'excuse en rien la torture, les sévices, le chantage, c'est extraordinaire. Les séquences où on voit que les familles sont victimes de chantage pour essayer d'adoucir le sort de ces gens. Cela dit, pour en revenir à la question que vous posez, je trouve, pardon, qu'elle est mal posée. Oui. Enfin, elle est posée à la française, elle est posée C'est ça. à l'européenne. Oui. Mais en fait, c'est évidemment pas une démocratie. Ce n'est pas Alors, c'est pas une totalement... démocratie à c'est pas l'européenne, totalement- alors c'est c'est comme pas- ça. À non, mais l'occidentale. C'est comme c'est ça pas que une vous dictature non comprenez ce que plus, vous parce dites. qu'elle passe par les urnes. Et c'est Hum. ce qu'on a toujours du mal à comprendre. C'est un régime autoritaire qui est basé sur la verticale du pouvoir, qui est un système tout à fait singulier et qui s'inscrit d'ailleurs, hélas, dans la tradition tsariste, soviétique et maintenant poutinienne, c'est-à-dire un système qui est totalement
axé, encore une fois, sur le maître du Kremlin, les gens qui l'entourent, qui sont ses affidés, ses soutiens, et en même temps, d'une certaine manière, ses obligés, mais aussi ceux qui le tiennent, et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, c'est un système parfaitement autoritaire, et d'ailleurs, On va y revenir Monsieur Poutine le sur ce démontre système. tous les jours. Je vais vous donner la parole, Henri Weber, ainsi qu'à vous, bien sûr, Pierre Grosset. On va juste réécouter un tout petit extrait, si vous voulez bien, sur la réminiscence des goulags soviétiques. En tout cas, c'est ce que pense un directeur d'ONG qui milite d'ailleurs en faveur de meilleures conditions d'emprisonnement en Russie. On l'écoute. C'est comme si les métastases du goulag stalinien avaient recommencé à se développer sous Poutine, même si elles n'ont pas encore l'importance qu'elles avaient sous Staline. Ces métastases, elles s'appellent torture, meurtre, viol, et personne n'est puni pour ça. C'est ça le goulag du XXIe siècle. Alors vous dites la question est peut-être mal posée. C'est vrai elle est un peu sans doute abrupte, peut-être un petit peu à l'européenne. Elle est claire. Malgré tout, est-ce qu'elle se pose cette question? Est-ce qu'on est vraiment, lorsqu'on parle de la Russie, en face d'une démocratie, ou est-ce qu'on peut parler plutôt d'une dictature, notamment si on considère le sort des prisonniers politiques en Russie, qui est aussi évoqué dans ce documentaire? Par se poser la question de savoir si la Russie est une démocratie, c'est un peu surréaliste. Il y a eu une grande tentative de démocratisation qui a été mal conduite et qui a échoué. Et aujourd'hui, il y a une réaction très forte depuis un certain temps. Le pouvoir poutinien, comme l'a dit Christine, est un pouvoir plus qu'autoritaire. Bon, il y a même des dimensions un peu despotiques. Alors évidemment, ce n'est pas le pouvoir totalitaire qu'on a connu sous Staline et ses successeurs. Il y a une grande différence entre un pouvoir autoritaire, qui ménage quand même des espaces de liberté aux individus, pour autant qu'ils ne se mêlent pas de politique. Bon, de ce point de vue, vous avez en Chine aussi un pouvoir autoritaire et plus totalitaire. Mais dire que la prison en Russie, elle est dure comme elle est dure en France ou aux États-Unis, franchement, c'est pas décent. Enfin, ou aux États-Unis. Enfin, c'est épouvantable la prison en Russie. La prison est dure parce qu'elle prive de liberté. Mais elle ne doit pas être dure en ce sens où elle déshumanise les gens. Torturer, faire tout ce qu'on a vu dans ce document, ce n'est pas une incarcération de type démocratique. Elle est plus que despotique. Et l'Union européenne, la Cour de justice, a condamné de nombreuses fois les conditions de détention. Et moi-même, j'ai été dans les prisons de Saint-Pétersbourg. Bon. Elle date de la fin du 19e siècle. La prison centrale de Saint-Pétersbourg. Imaginez-vous ce que ça peut représenter. Pierre Grosset. Oui, alors sur la question, est-ce que c'est un nouveau goulag? Je ne pense pas, parce que quand même c'était très spécifique, le goulag à l'époque stalinienne notamment, qui d'ailleurs était en partie héritier aussi de ce que faisait la police tsariste. Est-ce qu'on peut parler de rééducation par le travail, de camp de redressement, des termes qu'on a bien connus sous des régimes autoritaires? Pardon, même à l'époque stalinienne, on n'est pas tout à fait sûr que c'est eu cette fonction-là. C'était aussi une fonction d'écarter les gens et ça avait aussi un rôle de contrôle social. Et là, c'est plus le cas. Bah si, justement, l'aspect contrôle social continue d'exister. Par exemple, sur la question, c'est une question ancienne en Russie, la question de la jeunesse délinquante, surtout avec des structures familiales aujourd'hui très déstructurées. C'est une question que se posent les Russes depuis très très longtemps et c'est fait que la rééducation ou l'éducation des jeunes Russes, d'ailleurs on le voit aussi à l'armée, il n'y a pas que dans les prisons, c'est souvent extrêmement violent. Alors la question est de savoir si tout part d'en haut, si justement on a réellement restauré les verticales du pouvoir en Russie, et je crois que justement ce qui est étonnant, c'est que derrière ce discours de la verticale du pouvoir, il y a encore finalement une longue tradition de néopatrimonialisme et finalement Poutine qui laisse faire un certain nombre de choses du moment que, en gros, il est réélu à chaque fois, que la Russie unie est réélue à chaque fois, mais les gouverneurs ont de grandes possibilités et à l'échelle locale, à la fois d'un point de vue économique et politique, il y a aussi finalement une assez forte autonomie. Ce qui crée prévarication, ce qui crée effectivement des chantages et finalement des petites affaires. Je pense que dans les prisons, c'est finalement assez autonome et à la limite, on peut regretter qu'il n'y ait pas suffisamment de prise en main par le pouvoir des structures de prison. Quant à la question régime autoritaire, dictature, démocratie. En gros, les politistes ont inventé ce terme qu'on retrouve d'ailleurs pour les guerres, qui permet de mettre absolument tout dedans, qui est le terme hybride. C'est-à-dire, il y a un mélange d'un peu tout.
Tout le monde sourit autour de ce plateau. Non, mais on parle de régime hybride en essayant de le théoriser aujourd'hui. C'est-à-dire il y a des aspects de démocratie, des aspects de dictature. Il y a des aspects d'hostilité à l'Occident et des aspects, au contraire, de fascination et d'emprunt. Enfin, Donc on n'est ni dans une dictature ni dans une démocratie. Voilà, on serait dans une forme de régime hybride à déterminer. Tout à fait. Je vais vous proposer, vous allez bien sûr répondre, Thierry Mariana, deuxième extrait de ce documentaire. C'est Vladimir Poutine lui-même, interrogé en 2012 sur la nature de son régime. Est-on en passe de parler d'un régime stalinien? La réponse de Vladimir Poutine. Je considère qu'il n'y a pas de stalinisme ici. Le stalinisme est lié au culte de la personnalité, aux violations massives de la loi, à la répression et au camp. Il n'y a rien de tel en Russie, et j'espère que ça ne reviendra jamais. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de l'ordre et de la discipline. Pas de stalinisme, mais de l'ordre et de la discipline. Ça passe par une verticalité aujourd'hui du régime Poutine, tel que l'a évoqué Christine O'Crane un instant, Pierre Grosser. On la constate, cette verticalité aujourd'hui, cette forme d'autoritarisme dans la manière d'exercer le pouvoir. Oui, mais ça a été dit, je pense que c'est aussi un peu dans la tradition russe. Et puis après, je ne suis pas d'accord avec un certain nombre d'intervenants. Pour moi, excusez-moi, c'est quoi une démocratie? Si la démocratie, c'est est-ce qu'on a le chef que le peuple veut, la réponse est oui. Pour moi, la Russie est une démocratie, je suis désolé. Est-ce que majoritairement, les Russes... L'Allemagne nazie aussi, alors. Oui. Hein, Hitler a été élu. Oui, bien sûr. Après, ça a dérivé, mais je suis désolé. Mais ce n'était pas une démocratie. Bah, écoutez, au moment... Alors, c'est quoi? C'est au moment... Je suis désolé, en Russie... La démocratie, c'est d'abord l'état de droit. Je ne vous ai pas coupé, M. Weber. C'est vrai. Voilà, merci. Si la question c'est est-ce que les Russes ont envie de ce chef d'État, la réponse est oui. Si la question c'est est-ce que de temps en temps il y a une opposition, est-ce que cette opposition peut gagner, la réponse c'est oui aussi. Ça, c'est très douteux. Quand on voit les dernières élections régionales... Effectivement, je suis désolé. Par exemple, le Parti communiste a gagné Irkoutsk. Oui. Voilà, je veux dire, c'est une grosse défaite pour Russie Unie. Voilà, Irkoutsk, c'est là... Russie Unie, c'est le parti de Vladimir Poutine, voilà, que les gens comprennent bien. Un gouverneur battu, voilà, ça prouve quand même qu'il y a des élections. Donc, pour moi, au risque d'être totalement minoritaire sur ce plateau, je suis désolé, je pense que ça correspond à une certaine volonté du peuple russe. Alors, Christine O'Crane. Je trouve que cette interview de Vladimir Poutine en 2012, qui était l'année où il se représente à l'élection présidentielle après avoir laissé Medvedev occuper le siège, Medvedev maintenant Premier ministre, est très singulière parce qu'au fond, il définit son propre régime. Il faut souligner que depuis 2012, la réhabilitation de Staline dans la propagande russe est quasi totale. L'exaltation, le culte du chef, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, la campagne de 2012, où on voyait, souvenez-vous, Vladimir Poutine, le mâle, torse nu, montant un cheval à crue, pêchant le saumon, jouant au hockey avec un casque, avec son charmant camarade qui vient d'être réélu en Biélorussie d'ailleurs. Il y a une exaltation du chef avec ces jeunes filles en émoi chantant « Vladimir, mon Vladimir, tu es mon héros. En plus, tu ne bois pas, tu ne fumes pas. » Là, on est très proche du culte de la personnalité. Ah, on est totalement dans le culte de la personnalité. Que cela corresponde à une aspiration russe, c'est un peu trop facile de dire qu'au fond, les Russes seraient éternellement condamnés à cette forme de despotisme et à avoir un tsar. En même temps, ce que l'on remarque, et on le remarque jusque dans nos propres pays, c'est l'arsenal de la propagande orchestrée par le Kremlin, de façon d'ailleurs de plus en plus sophistiquée, très habile, avec un argumentaire qui touche au cœur nos sociétés européennes ébranlées par toutes sortes de mots que nous connaissons. Et c'est là où l'on voit aussi comment Vladimir Poutine a très bien compris l'utilisation de ce qu'on appelle un peu vite le soft power, mais enfin tout ce qui consiste... Le soft power, c'est-à-dire toutes les manières de faire valoir dans nos sociétés démocratiques, dans nos sociétés ultra-médiatisées, les réseaux sociaux, etc., de faire valoir un argumentaire qui atteint aussi ses cibles. Et il faut rappeler aussi la manière dont l'extrême droite, en particulier dans plusieurs pays d'Europe, y compris le nôtre, est ainsi fortement soutenue par le Kremlin. Henri Weber, Thierry Mariani voulait répondre après ? Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à un raidissement? On a évoqué cette date de 2012, la réélection de Vladimir Poutine. Il avait déjà exercé la fonction de président entre 2000 et 2008.
Est-ce qu'il y a un raidissement du pouvoir? Et on va peut-être l'expliquer également autour de ce plateau depuis 2012. Assurément, mais là où Thierry Mariani a raison, c'est que Vladimir Poutine est tout à fait populaire, extrêmement populaire. Bon, et il faut comprendre cela. C'est le tsar attendu par le peuple russe. Voilà, mais alors, c'est comme ça qu'il faut le comprendre peuple russe a été clochardisé. Il a été profondément humilié. La façon dont la sortie du stalinisme s'est faite a été catastrophique. Non seulement l'Empire a explosé, mais en plus, sur le plan économique, l'application massive à haute dose, sans transition, sans hybridation. Moi, je suis très pour le concept d'hybridation. Parce que beaucoup d'États, de sociétés ne sont pas ou ceci ou cela. Beaucoup sont en transition vers. Et quand on est en transition vers, on est hybride, on est un peu contradictoire. Et donc on accepte de ne pas avoir affaire à un état de droit tel qu'on le définit chez nous en vers Occident. L'économie de marché s'est passée en Russie de façon catastrophique. Et il y a eu une chute brutale du pouvoir d'achat, du niveau de vie. Donc ça, c'est l'ère Eltsine. L'ère Eltsine a été une catastrophe. Et elle a suscité un énorme désir d'ordre. Vous êtes d'accord avec ça? Bon. Oui, il y a un réel désir d'ordre, comme le dit Henri Weber, et aussi... Oui, je pense que toute société qui est passée par des traumatismes, d'ailleurs après la période stalinienne, aujourd'hui on est en train de réhabiliter pratiquement la période brejnevienne, aussi parce qu'il y a une certaine nostalgie pour les gens qui ont grandi à cette période, où il y avait une certaine prévisibilité. Ce qui manquait à l'époque d'Eltsine, c'était la prévisibilité de savoir si on allait toucher sa pension, si on allait garder son emploi, etc. etc. Mais alors Vladimir Poutine a quand même remonté l'économie du pays dans les années 2000. Alors c'était sans doute pas au même niveau qu'en Europe de l'Ouest, hein, par exemple. Enfin, tout de même. Et là, on assiste, semble-t-il, à un raidissement à nouveau du régime qui serait peut-être dû à la crise que traverse économique, notamment, que traverse aujourd'hui la Russie suite à la crise ukrainienne. Est-ce que ça, c'est perceptible selon vous, ce raidissement aujourd'hui? Oui, ce raidissement, oui, je ne pense pas que ce soit lié à des questions économiques. La grande crise, c'est 97-98. C'est là vraiment le moment. Et donc, Poutine est en gros au pouvoir à partir de 2000. Et donc, il a profité aussi du prix des hydrocarbures quand même extrêmement élevé. Et est née une vraie classe moyenne en Russie aujourd'hui. Évidemment, selon les chiffres, on dit entre 20 et 40% de la population. Mais le problème, justement, par rapport à cette vision de transition, c'est qu'on a toujours l'impression que plus il y a des classes moyennes, plus on va vers la démocratie. Or, on le voit en Asie et on le voit en Russie. On l'a vu aussi en Allemagne, d'une certaine façon, dans les années 20. Oui. C'est pas forcément parce qu'il y a une classe moyenne qu'il y a la volonté de la démocratie. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Mais cette classe moyenne aujourd'hui qui a émergé dans les années 2000, est-ce qu'elle est derrière Poutine ou elle l'est moins aujourd'hui? Elle est assez largement, sauf à Moscou et d'une certaine façon à Pétersbourg, mais Moscou est un cas un peu particulier, mais elle est plutôt derrière Poutine. On le voit beaucoup avec des étudiants, j'en fréquente quand même un certain nombre, qui viennent en France, qui sont donc plutôt éduqués, les jeunes, qui ont quand même qui sont assez pro-Poutine, parce qu'il a redonné après une catastrophe, je veux dire, d'ailleurs Poutine se compare plus à De Gaulle qu'à Staline, c'est-à-dire après une catastrophe, comme nous 1940, eh bien, il faut de l'ordre, il faut de la grandeur. Voilà, et ça, c'est ce qu'il a apporté. Thierry Mariani. Je défends absolument pas le stalinisme, mais la vraie catastrophe, c'est les années 90, où en réalité, effectivement, la Russie, l'URSS a perdu la guerre froide. Et à mon avis, au lieu de tendre la main et d'essayer de reconstruire ensemble, je veux dire, une politique extrêmement dure est appliquée. Une partie des Russes se sont humiliés. Et on a les réactions... Humiliés par l'Occident, en l'occurrence, non? Humiliés par l'Occident, humiliés, j'allais dire, par leur gouvernement aussi, excusez-moi. Voilà, je veux dire, le souvenir de Yeltsin, il est magnifique en Occident, il est beaucoup moins magnifique pour les Russes. Voilà. Et les oligarques qui ont saccagé les ressources d'un pays qui reste, d'un certain point de vue, kleptocratie. Mais les oligarques étaient en grande partie le fruit de la génération Yeltsin. Oui, c'est ce que je dis, c'est tout à fait, on est d'accord. Donc, je veux dire, ensuite, est-ce qu'il y a une classe moyenne? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle veut, la classe moyenne? Elle veut s'enrichir, elle veut la paix. Il y a quelque chose qu'elle regrette, c'est la corruption.
Je veux dire, quand vous discutez avec les Russes, c'est la petite corruption, notamment la grosse aussi bien sûr, mais celle qui touche, c'est la petite corruption quand vous faites du business, quand vous faites votre vie quotidienne avec l'administration. Voilà. Mais je pense que la classe moyenne russe, aujourd'hui, ce qu'elle demande au gouvernement, c'est d'assurer un cadre légal, c'est de lutter efficacement contre la corruption. Ça, c'est ce qu'on entend franchement quotidiennement. Et puis voilà, après... Et si je vous dis qu'il y a un raidissement aujourd'hui du régime, peut-être plus d'autoritarisme qu'hier, à cause de la crise économique que traverse la Russie, l'hydrocarbure, on ne rappellera jamais à quel point l'hydrocarbure pèse dans l'économie russe. Hein. Donc on parle du pétrole, du gaz, et puis de cette crise ukrainienne, des sanctions qui ont touché la tête du pouvoir. Est-ce que c'est vrai ça ? Écoutez, il y a de manière évidente un raidissement parce que, en période de crise entre, vous l'avez dit, la crise économique, les sanctions européennes qui pèsent, enfin les sanctions occidentales qui pèsent. Voilà, mais de notre côté, aussi les Russes qui soutiennent le pouvoir parce qu'ils ont récupéré l'Alsace-Lorraine. Je veux dire, il faut bien voir que pour les Russes, la Crimée, c'est tout un symbole. Ouais. La Crimée, oui. Tout ça, au départ, avait été fait pour affaiblir le pouvoir. Donc là, on parle de nationalisme. Il s'agit de... Voilà le mot important. Le ressort de Poutine, c'est l'exaltation du nationalisme grand russe. C'est le retour. Oui, c'est la restauration de la grandeur russe telle qu'elle est exaltée depuis c'est la base de sa popularité. Siècle. Mais je crois que ce qui est tout à fait singulier et très clair, et ça correspond à votre remarque sur le cycle économique, c'est qu'au fond, Poutine arrive au pouvoir et il promet aux Russes un premier contrat. Avec moi, vous n'aurez peut-être pas la loi, mais vous aurez l'ordre. Voilà. Et il ne faut pas oublier que les années 2000, ce sont les attentats, c'est la guerre de Tchétchénie, etc. Donc, premier contrat, vous aurez l'ordre. Deuxième contrat, et ça correspond à la hausse des matières premières, dont l'économie russe reste éminemment tributaire. Deuxième contrat, avec moi, vous allez vous enrichir. Et effectivement, on voit l'émergence d'une classe moyenne, en gros, jusqu'à la crise de 2007-2008, qui frappe la Russie avec un petit effet retard. Et puis, les matières premières chutent de façon vertigineuse, et on en arrive, je crois, au troisième contrat, qui est, avec moi, vous allez retrouver la grandeur, vous allez retrouver le rôle de la Russie d'égal à égal avec les États-Unis. Et d'ailleurs, de ce point de vue... Le symbole de ça, c'est l'annexion de la Crimée. Non, et le discours de Vladimir Poutine à l'Assemblée générale des Nations unies il y a une dizaine de jours était spectaculaire. Spectaculaire, parce qu'il l'a affirmé en disant, voilà, en gros, l'après-guerre froide, nous n'avons jamais reconnu cet ordre mondial imposé par les États-Unis, qu'il ne cite jamais. Il dit par la puissance dominante qui est à l'origine de tous les maux. Mais je crois qu'il y a véritablement ces trois contrats successifs, et il sera très, très intéressant de voir quand Vladimir Poutine se représentera en 2018, puisqu'il peut encore une fois faire... Il peut renouveler son mandat. Il peut renouveler son mandat, et probablement avec Medvedev Premier ministre. Ça fait déjà 15 ans que ce couple est au pouvoir de voir en Russie. Quel contrat il va à nouveau proposer aux Russes. Alors Pierre Grosser, et cette interaction entre la politique intérieure et la politique extérieure de la Russie aujourd'hui. Oui, je pense que de toute façon, la question de l'identité dans la politique extérieure est importante, c'est-à-dire qu'on agit aussi en fonction de sa propre identité pour construire sa propre identité. Par exemple, la question tout à l'heure qui a été soulevée de la propagande virile de Poutine est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et quand vous parlez de raidissement, je suis désolé, c'est quand même un vocabulaire qui est quand même assez connoté. Et dans les années 90, la Russie avait l'impression d'être pénétrée. Je veux dire, ce vocabulaire féminin. Souvenez-vous, Mao, quand il arrive au pouvoir, il dit là, pendant un siècle, la Chine, a été pénétrée et elle s'est redressée. Donc c'est un vocabulaire, je n'ai pas besoin de faire des dessins, on comprend à peu près ce que ça veut dire. Il est tard le soir, ça va, même sur la chaîne parlementaire. Mais je veux dire, il y a vraiment ce discours-là, c'est-à-dire que pendant très longtemps, la seule chose qu'exportaient les Russes dans les années 90, c'était pétrole, de l'or et des femmes. Et vraiment, il y a cette approche-là. Et quels ont été les points de crispation? Les Pussy Riot et les questions d'homosexualité. Ça a été ça, les points de crispation avec l'Occident. Donc je pense que la question de la virilité de la Russie est quelque chose d'absolument essentiel. Et on a retrouvé ça aussi. Enfin, tout le culte autour de Dien Bien Phu après la défaite de 40, même si c'était une défaite, on avait été viril. Donc après une défaite, après un moment extrêmement difficile, et surtout après ce discours, encore une fois, de la pénétration, par évidemment les idées occidentales, par les capitaux occidentaux. Il y avait un discours, ça a été étudié, un discours assez féminin de la part des Américains. La Russie, il fallait l'éduquer, il fallait la protéger, il fallait faire tout un tas de choses pour l'amener vers la démocratie. Donc là, il y a vraiment un renversement de vocabulaire.
Après, sur les contrats, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une évolution et je crois qu'il faut bien l'avoir en tête. Pendant toutes les années 2000, quand il y avait de l'argent, en gros, le système fonctionnait quand même. Vous faites à peu près ce que vous voulez si vous êtes derrière moi et vous vous enrichissez, je vous aide à vous enrichir. De temps en temps, j'en tape un ou j'en contrôle un. Mais en gros, on fait ça de cette manière. Aujourd'hui, ça fonctionne moins comme ça. Il y a quand même un peu plus de répression ciblée. C'est pas du tout, d'ailleurs pour faire peur ou pour intimider, plus que la répression stalinienne. On n'est plus du tout dans les années staliniennes. Je pense que la comparaison là est vraiment pas bonne. Mais c'est plus basé sur le contrôle que sur le enrichissez-vous, je vais vous aider si vous m'êtes fidèle. C'est ça quand même une modification importante. Alors le problème désormais, c'est que tout de même, sur le plan économique, c'est un énorme échec. C'est-à-dire que la Russie reste tributaire de ses matières premières et elle n'a pas été capable de construire... Ouais. Je vais rappeler ces chiffres, Henri Weber, je vous laisse continuer. Les hydrocarbures représentent 25%, un quart de la richesse russe, 70% de ses exportations, 50% de son budget. Ça, c'est pour étayer ce que nous sommes dit sur ce plateau. En Europe occidentale et aux États-Unis et au Japon, nous sommes en train d'essayer de chevaucher la troisième révolution industrielle, celle du numérique, des biotechnologies, des nouveaux robots, de l'intelligence artificielle. Eux, ils en sont très loin. Et sur le plan de leur production de biens et des services, c'est un échec complet, qui se solde par des problèmes sociaux considérables. Et ils sont très tributaires du cours des matières premières. Or, comme ils s'effondrent, et ils s'effondrent durablement, c'est pas demain que le pétrole va remonter. C'est pour des années maintenant qu'on en est là. Donc, ils vont être confrontés à un problème économique absolument majeur. Or, le risque, c'est, comme font souvent les autoritaires ou les dictateurs ou les chefs d'État qui marchent... Donc là, vous avez prononcé le mot dictateur, par exemple. Oui. Non, c'est pas un dictateur. Oui. C'est un chef d'État hyper autoritaire qui n'est pas confronté à un véritable État de droit, qui peut faire à peu près ce qu'il veut et qu'il le montre et qu'il le fait savoir. Eh bien, c'est d'essayer d'asseoir sa popularité sur la conquête, sur la grandeur. Or, il l'a fait en Crimée. La Crimée, c'est pas l'Alsace-Lorraine. Il n'y a pas eu de guerre entre les Ukrainiens et les Russes pour se goinfrer la Crimée. C'est le pouvoir soviétique, en la personne de Khrouchtchev, qui a considéré que la Crimée devait faire partie de l'Ukraine. Et personne n'a protesté sur le moment, et ça a marché pendant plus d'un demi-siècle. Alors, montrer ses muscles en matière de politique extérieure pour mieux affirmer son pouvoir à l'intérieur, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit là, Thierry Mariani? À l'heure actuelle, c'est évident. Voilà, je veux dire, qu'on ait une crise économique en Russie, personne ne peut le contester. Que la classe moyenne, y compris, soit frappée, c'est là aussi une évidence. Voilà. Ensuite, on a aujourd'hui une stratégie internationale qu'on voit bien, par exemple, en ce moment au Moyen-Orient. Voilà, c'est-à-dire un retour de la Russie présent par, j'allais dire, un réarmement, mais qui n'a strictement rien à voir avec des budgets d'autres pays. Je me permets, quand on parle de parler du réarmement russe, je regardais les chiffres, on est à 75 milliards de budget pour la Russie, on est à 463 pour les États-Unis. Donc voilà. Et 36 milliards à peu près en France. Oui, ça représente quand même, je crois, par rapport au budget russe, Vladimir Poutine a multiplié par 3 ses investissements militaires. C'est 5 fois moins que les États-Unis. C'est quasiment 3 fois moins que les Chinois. Et les missiles déployés... en Syrie, appartiennent, semble-t-il, à une toute nouvelle génération qui avait d'ailleurs été... Oui, bien sûr. L'industrie de l'armement russe est encore quelque chose qui fonctionne. Oui. Voilà, ça au moins on est d'accord. Voilà, donc après qu'il y ait j'allais dire, une volonté de s'affirmer sur la scène internationale, ça semble être une évidence pour du présent et pour l'avenir. Pour mieux asseoir son pouvoir à l'intérieur du pays. Pour montrer que la Russie est de retour sur la scène internationale, pour effectivement soigner sa popularité aussi. Mais là-dessus, je voudrais juste dire un mot. C'est que je ne parle pas simplement de la volonté de la Russie de redevenir un acteur majeur de la scène internationale. Je parle de sa politique d'expansion territoriale. Parce qu'il y a eu la Crimée, mais il y a l'Ossétie du Nord, il y a la Géorgie, il y a l'Abkhazie, il y a des... La Géorgie reste un pays indépendant. Oui, d'accord, mais enfin, bon, il y a des fortes pressions, il y a déjà des empiètements territoriaux, et il y a des menaces qui pèsent sur les pays baltes. Donc la volonté de reconstituer l'ancien empire tsariste, à défaut de l'ancienne Union soviétique, et là, c'est une petite musique insistante qui flatte quelque part la fibre patriotique et nationaliste des Russes.
Dernier extrait du documentaire que nous avons regardé ensemble. Il s'agit du compagnon d'une des poussiériotes. On l'écoute. Vladimir Poutine a décidé d'envoyer les gens en prison pour contrôler le mécontentement en Russie et pour montrer à tous les limites à ne pas dépasser, faute de quoi la répression sera brutale. Christine Ockrent, il nous reste 4 minutes. Je voudrais juste sur ce qui nous attend, les rendez-vous démocratiques à venir. Il y a des élections, d'abord législatives, ensuite les présidentielles à venir. Enfin, il y a un peu de temps. N'exagérons pas. Oui. Enfin, on a vu aux dernières élections régionales que le parti de Navalny, Oui. cet avocat qui passe sa vie en état d'arrestation dans sa propre demeure. Son frère, je crois, est toujours en prison d'ailleurs. Enfin, il n'y a pas un parti unique en Russie aujourd'hui. Non, il y a... Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que les premiers sondages sur l'élection de 2018 désignent comme autre candidat un oligarque qui s'appelle Mikhail Prokhorov, qui a eu son heure de gloire à Courchevel pour des raisons qui, voilà, un peu différentes de la politique, mais oui, on met toujours en scène des personnages. Qui vont arriver à terme. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'à nouveau des opposants soient mis en prison, qu'à nouveau il y ait des opposants politiques qui soient, parce que l'argumentaire est singulièrement les poussiériotes va tenir les choses à l'occasion de ces prochaines échéances. Mais je crois que c'est une dimension importante et il ne faut pas non plus négliger le rôle de l'Église orthodoxe, parce que dans l'argumentaire de Vladimir Poutine, il y a cette défense des valeurs. Moscou serait la nouvelle Rome, et donc la seule gardienne des vraies valeurs chrétiennes contre la décadence que nous incarnerions, c'est-à-dire les poussiériotes, les homosexuels, l'impact de la femme à barbe qui gagne l'Eurovision. On n'imagine pas ce que cela a créé, encore une fois, dans l'arsenal de la. Donc, on est sur une société extrêmement conservatrice aujourd'hui. Et il y a des émissions de la télévision russe, notamment celles animées par un certain Dimitri Kiselev, qui sont hallucinantes. Et donc, je crois que, oui, il faut s'attendre à une exaltation de plus en plus vociférante du nationalisme russe tel que l'incarne Vladimir Poutine. D'accord avec ça, Pierre Grosser, pour les échéances à venir? Alors nationalisme, oui, conservatisme, oui, et avec un impact international important. Ça fait partie du soft power russe maintenant, le conservatisme. C'est-à-dire pression sur les opposants politiques à venir. Et alors, oui, pression sur les opposants. Et alors, pour ce qui est du multipartisme, non. Enfin, je veux dire, les partis qui existent sont des partis qui, la plupart du temps, font partie de la technologie du pouvoir du Kremlin, d'une part, et d'autre part, il y a toute une manière, finalement, de coopter une partie de ces élites de partis à l'intérieur du système Poutine. Donc on n'est pas dans un système réellement multipartite, on n'est pas non plus dans un système où il y a la possibilité de se présenter n'importe où et n'importe comment. Donc tout ça est quand même assez contrôlé. En plus, je ne parle pas aussi du comptage des voix qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Je vous rappelle, c'est quand même le KGB qui s'occupe du contrôle des voix, qui contrôle tout ça. Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et c'est ça qui avait provoqué les mouvements de 2011 et 2012. Et malgré tout cela, l'intérêt des Français et des Européens, c'est la coopération avec la Russie, c'est refuser toute ligne d'affrontement, de conflictualité. Bon, il faut être ferme sur beaucoup de points, et je crois que Angela Merkel et François Hollande ont montré qu'ils le sont, mais la Russie fait partie... Il n'est pas infréquentable sur le plan international. Évidemment non. La Russie fait partie de l'Europe. Elle fait partie de la haute culture européenne. Elle a ses traits spécifiques, mais ce qui doit nous inspirer, c'est d'essayer de rapprocher la Russie de l'ensemble européen. Sur le plan des valeurs, sur le plan des pratiques. Je ne dis pas que ça va être facile, mais ce n'est pas impossible, et c'est d'ailleurs pas un problème nouveau. Ça fait des siècles qu'il y a entre ceux qui, en Russie, sont plutôt pro-rapprochement avec la culture européenne d'Europe occidentale, et ceux qui regardent vers l'Asie. Notre intérêt, c'est que ce soit les premiers qui finissent par l'emporter. Est-ce qu'il y est prêt à ce rapprochement avec nous, Européens occidentaux, selon vous, Vladimir Poutine? Je pense que la Russie a tout à fait conscience d'abord qu'elle a besoin d'une partie de la technologie occidentale. Je pense qu'elle a tout à fait conscience qu'elle a besoin aussi des échanges économiques. On le voit très bien à l'heure actuelle, ceux-ci sont entravés et forcément la Russie en paye le prix.
Donc oui, je pense que la Russie a tout intérêt à dialoguer avec nous, à travailler avec nous, et l'Europe aussi, voilà. Donc ensuite, je pense aussi qu'on a beaucoup d'exigences vis-à-vis de ce pays qu'on n'a pas vis-à-vis d'autres pays. Bien, écoutez, Christine Ockrent, on rappelle que vous avez publié aux éditions Robert Laffont Les oligarques, le système Poutine. Merci, vraiment merci à tous les quatre d'avoir participé à ce droit de suite. Nous nous interrogions ce soir sur la véritable nature du régime russe aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr revoir cette émission sur notre site www.lcpan.fr. Rendez-vous pour un prochain droit de suite avec son documentaire et son débat. Et nous y parlerons cette fois d'un autre sujet. À bientôt.